Merci beaucoup pour votre invitation. Je vais faire votre Rudi Carrel. Je sais qu'il était très apprécié en Allemagne aussi pour son accent et du coup vous êtes servi. Donc, en blague à part, je vous demande d'excuser mes erreurs d'allemand, mais j'essaie quand même de vous parler en allemand. Alors j'ai énormément de diapos, j'en sauterai quelques-unes et je vais aussi me limiter au temps imparti. Donc, excusez-moi si je saute peut-être certains diapos. Alors, commençons par le commencement. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours apprendre d'autres pays et les données là nous viennent d'Amérique. J'étais à la clinique Mayo, c'est un des grands hôpitaux, un des meilleurs du monde d'ailleurs. Et à l'époque, c'était Dennis Cortez qui était le CEO et qui disait, voilà, bon, alors voici les mécanismes de notre système sanitaire et qui sont là, présents aussi dans d'autres pays. Et il m'a montré, au fond, ce qui se passe aux États-Unis entre 1997 et 2005. Mais il faut savoir que les mécanismes n'ont pas changé. D'ailleurs, on l'a dit ce matin, donc les volumes excédentaires de prestations, etc. Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là aux États-Unis? Et nous l'avons aussi vécu parce que c'est vrai que ces dernières années, nous avons fait l'expérience. Alors, sur le côté gauche, vous voyez à peu près ce qui s'est passé en 2001, non, à droite, pardon. Les coûts ont grimpé de 7,4% par an. Donc, pendant ce quinquennat. Donc, 7,4% d'augmentation par an. Et puis, à gauche, vous voyez la part au prix. Donc, vous voyez, c'est à peu près 3,4% d'augmentation par an. Donc, quantité 7,5, prix 3,5. Les Américains ont dit, nous devons être plus efficaces. Donc, nous allons baisser les prix. Et du coup, les prix ont vraiment baissé, donc à 0,7%, mais les coûts sont restés dans la même logique de croissance, donc plus 7,4 par an. On a comme compensé par les volumes. Et là, il y a de nombreux mécanismes, parce que si on a moins de revenus, c'est lorsqu'on travaille moins, et si on reçoit moins par DRG, et du coup, on le compense par le volume, parce qu'on veut les mêmes revenus. C'était un petit peu la logique des prestataires et on peut un peu comprendre. Il y a d'autres mécanismes aussi, par exemple, lorsqu'on reçoit moins d'argent, eh bien, on accorde moins de temps aux patients. Et puis, vous savez, on ne peut même pas évoquer, par exemple, les inconvénients d'un tel traitement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de mécanismes qui sous-tendent ces évolutions. Mais ces évolutions sont vraiment elles sont mauvaises pour le patient. Là, encore une fois, ça c'est Dennis Cortez qui me l'avait donné. Il a dit, tu sais, ma mission, au fond, c'est vraiment de faire en sorte que les gens n'en rentrent même pas à l'hôpital, qu'ils restent en bonne santé. Et je reviendrai là-dessus d'ailleurs. Et bien, c'est ce qui se passe lorsque les coûts sont trop élevés. Les caisses disent, il faut baisser les prix. Et que font les prestataires? Eh bien, ils changent de traitement. Alors, et puis, ils prescrivent beaucoup plus de tests, d'imagerie médicale, etc. Et les prix continuent d'augmenter. Et c'est possible parce que en médecine, il y a une espèce de zone d'ombre où il faut dire, voilà, alors en fait, les directives ne peuvent pas vraiment gérer ce qui se passe vraiment entre le patient et le médecin. Donc là, on voit, ce sont donc des éléments qui influent le système de santé. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que nous n'avons pas le temps. Il faut savoir que chez nous, aux Pays-Bas, c'est connu aussi. Et d'ailleurs, de nombreux instituts l'ont déjà confirmé. Il y a par exemple l'Institut CPB, c'est un système d'économie sanitaire qui est raccordé au ministère des Finances et qui a commandé justement des études sur ces tendances. Donc si c'est ça le problème, alors là, on voit le résultat chiffré. En effet, on voit, ce sont des données de l'OCDE et on voit la position de la Suisse par comparaison aux Pays-Bas.
Et les variations là se font pour 10 000 habitants. On voit combien il y a de prestations par patient par comparaison à, par exemple, les Pays-Bas. Et là, vous voyez que l'Allemagne et la Suisse sont vraiment beaucoup plus gourmands, friands de prestations de certaines prestations que les Pays-Bas. Mais ces données-là, je pense que elles sont très importantes pour la Suisse, pour que vous sachiez aussi où se trouvent des solutions, par exemple, face à la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée, le renchérissement et tout ça. On voit que c'est un problème de quantité, de volume des prestations, et pas vraiment des tarifs, des prix, des rémunérations. Alors, les négociations sont très importantes, mais les modèles de santé, comme vous l'avez évoqué ce matin, sont éminemment importants, et il faut vraiment discuter comment nous assurons cette couverture médicale. Alors, il faut aussi tenir compte des intérêts des médecins et des prestataires de services. Peut-être une petite remarque concernant la numérisation qui souvent est un petit peu vue comme la panacée. C'est vrai que c'est souvent une solution dans le sens où la relation entre le patient et le médecin est parfois est souvent plus simple, plus rapide. Mais on le voit dans tous les autres domaines, comme la vidéo à domicile, les trajets en taxi, la musique. On voit qu'il y a une augmentation constante. Et là, on voit par exemple les consultations chez les utilisateurs de Apple Watch. Vous voyez qu'elle augmente. Parce que tu vois, ton téléphone te dit « Ah voilà, tu as un problème là, attention ». Et puis du coup, il se dit « Ah, ben, si j'ai un problème, je vais chez le médecin ». Souvent, c'est le cas, d'accord, mais quand même. Et deuxièmement, on voit les médecins qui peuvent commander via le numérique, qui peuvent commander des tests, de l'imagerie, et on voit, hop, ça augmente. Donc, de croire que la numérisation baissera les prix parce que c'est plus efficace, je dis pas oui. Alors oui, il est clair, il faut numériser, on est d'accord. Mais il faut l'utiliser, ce numérique, à bon escient. Et il faut vraiment trouver un équilibre parce que sinon, on retrouve de nouveau cet excédent de prestations qui est nocif pour le patient. Autre exemple des États-Unis, c'est le Washington State Hospital. Ils ont travaillé systématiquement dans le domaine de toutes les prothèses comme les genoux, les patelles, les hanches, etc. Et on voit que lorsqu'on on explique les avantages et les inconvénients aux patients, on arrive à gérer. C'est toujours un équilibre à trouver, on est d'accord. Il faut prendre des décisions et il faut du temps pour cela. Donc on l'a vu aux Pays-Bas et on s'est dit, bon, si c'est ça le problème, ok. Alors, bon, lorsque nous ferons les négociations tarifaires via le volume, eh bien, le résultat serait ce que vous avez sous les yeux. Donc, ceux qui sont orientés qualité, ils auront moins de revenus. Et les autres qui sont dans une logique de production, entre guillemets, eh bien, ils auront l'argent. Et ça, ce n'est pas vraiment très motivant. Donc, la grande question, c'est comment parvenir à renverser le courant. C'est la grande affaire. Dans ce contexte, voici ce que nous avons entrepris. Donc, vous savez que pendant 8 ans, j'étais au conseil d'administration d'une grande caisse maladie. Et elles sont privées, comme en Suisse. Et on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va peut-être commencer par les hôpitaux. D'abord, on en avait 2, puis 11, des grands hôpitaux d'ailleurs. Et on a dit, écoute, on vous donne un contrat à long terme, avec un budget garanti sur 5 ans, en contrepartie. Et s'il y a une marge bénéficiaire, parce que vous diminuez les volumes, alors 100% de ces bénéfices vous appartiennent. Mais nous voulons quand même savoir ce que les médecins auront fait pour diminuer cet excédent de volume. Donc, nous voulions vraiment précisément savoir ce que vous avez changé. Et honnêtement,
les médecins étaient enthousiastes. Ils se sont dit, on est de la partie. Presque tous étaient de la partie. Et puis après, ça a commencé par quelques-uns. Après, il y a eu bien sûr les bons élèves. Et très rapidement, il y a eu comme une espèce de mouvement de fond, de vague de fond. On s'est dit, ben oui, on le fait, on a un peu plus de temps pour le patient, on peut changer la tarification, etc. Donc vous voyez, c'était vraiment une des conditions, c'est de dire, voilà, on en est, mais on souhaite vraiment savoir, comment dire, avoir ces informations qui au fond manquent généralement aux caisses maladies. Et nous voulions vraiment éliminer cette lacune de savoir par rapport à ce qui se faisait dans les hôpitaux. Et puis on s'est dit, voilà, si on réussit avec ceux-là, les pionniers, on va essayer de convaincre les autres. Et s'il le faut, ce sera aussi peut-être un bras de fer, s'il le faut. Parce que nous avons des négociations. Parce que comme il existe déjà de bons exemples, et si nous avons aussi le vent en poupe et que nous avons le soutien des médecins, eh bien ça donne une force de négociation. Et on dit, c'est mieux pour le patient, en plus. Et donc, on s'est dit, bon, ok, on va reporter donc ce système sur les autres hôpitaux. C'était l'idée. Alors, je reviens en arrière. Et le CPB, que j'ai déjà nommé tout à l'heure, donc cet Institut de l'économie de la santé, on s'est dit, mais nous souhaiterions étayer cela sur le plan scientifique et étudier cela. On l'a fait et on s'est rendu compte que les quantités ont diminué de 13%. Et au bout de 5 ans, on avait même réduit de 20% ces volumes de prestations. Donc, les chiffres que je vous ai montrés, qui comparaient la Suisse et les Pays-Bas pour 10 000 habitants, eh bien, on voit que ce chiffre que vous avez vu tout à l'heure, eh bien, c'était 20% de réduction. Et il y a les preuves scientifiques à la clé. Donc là, nous avons entre-temps on a 1500 exemples, si je puis dire, de médecins comment faire autrement. Et ces exemples sont vraiment essentiels parce que ces exemples nous servent aussi à approcher les autres hôpitaux. Et c'est quelque chose dont vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, vous inspirer. Voilà. Alors, au service des urgences, on voit que ce sont des médecins déjà très expérimentés et qui arrivent très bien à évaluer si ce patient doit être admis ou pas. Et si ce sont des jeunes gens qui... des jeunes médecins, ils vont peut-être dans le doute les admettre aux urgences alors que ce n'est peut-être pas forcément nécessaire. Après, les prestations généralisées, on est à 26%, moins 26%. Ensuite, l'idée de dire que le travail est la meilleure des thérapies, donc de dire on va essayer vraiment d'augmenter le taux d'employabilité de ces gens. On a réduit de 56%. Et en fait, si on continue de reporter ce système, les gains seront encore beaucoup plus importants. Moi, j'avais aussi des négociations un jour avec un hôpital universitaire. C'était à Groningen. Et je peux le dire maintenant. J'étais donc à la table de négociation. Et je leur ai apporté tous ces exemples. Le conseil d'administration m'a dit, moi je ne participe pas. Moi je veux 7,4% de plus pour l'année prochaine. Du coup, je leur ai quand même encore une fois soumis les exemples. Je leur ai parlé du bien des patients. Ils ont dit non, on ne veut rien savoir. Et s'il n'y a pas de contrat entre nous, eh ben, à partir de demain, on racontera aux médias que toi, il n'y aura pas de couverture médicale pour tes clients dans notre région. Alors je suis partie, j'ai dit bon, ok, d'accord. Moi, je signe, parce que nous devons quand même trouver un arrangement. J'ai dit, d'accord, mais comment est-ce que je vais réussir à ce que ces grands hôpitaux, qui sont quand même très puissants, comment je vais les amener à participer à cet effort? Et il y a 4 ans, j'ai commencé avec le ministre des Finances, que je connaissais assez bien, le Premier ministre, etc. On s'est dit, il faut être transparent. Il faut vraiment apporter de la transparence sur les 1500 exemples qu'on a et on rendra aussi transparent
quels hôpitaux travaillent selon le nouveau système et qui s'y refusent. Et ça, c'est l'étape qui commencera maintenant en octobre. Nous publierons cela. Et là, on a non seulement une concurrence dans le sens de la négociation tarifaire, mais nous avons aussi une certaine assurance via la transparence. Et c'est très bien aussi pour ceux qui sont vraiment bons élèves dans le système et qui nous appelaient, qui disaient « Ah ouais, mais si tu le fais, eh bien les gens de ces hôpitaux-là qui veulent encore de plus, et moi j'arrive à réduire les prix, alors comment je l'expliquerai et comment l'expliqueront-ils eux ?» Donc pour eux aussi, c'est important d'avoir cette transparence. Et c'est ma dernière phrase. Donc, la concurrence, c'est vraiment très important pour la variation, pour la sélection, pour la canalisation. La transparence est vraiment très importante pour que les personnes qui, au fond, sont les bons élèves et veulent aller de l'avant, eh bien, que ce soit des caisses ou des prestataires, qu'ils soient vraiment rémunérés, que ce soit par l'État ou par les patients, bien sûr. Merci beaucoup.